Alors bonjour à tous, étudiants, non étudiants, bienvenue à tous. Pour les étudiants, accrochez-vous, même si les universités sont fermées, pensez aux résultats. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action polienne et de l'action oblique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ce sont deux actions très importantes car on les retrouve certes en droit des obligations, mais également en droit privé, notamment en droit pénal. Donc, il faut les savoir. Donc, nous sommes sur le podcast en complément de celui sur l'effet du contrat à l'égard des tiers, les effets relatifs du contrat à l'égard des tiers. On y va? Donc nous allons voir ici les définitions de l'action oblique et l'action polienne, leurs conditions, leurs effets, la distinction entre les deux et ensuite nous ferons une application concrète avec un mini cas pratique afin de bien comprendre ces deux actions et de bien les distinguer. Pour ceux qui suivent ce podcast via la playlist Droit des obligations, je vous resitue. Nous sommes ici dans le podcast en complément de celui sur les effets à l'égard des tiers. Donc je vous rappelle les effets à l'égard des tiers sous l'angle de la réforme de 2016, soit l'article 1199 alinéa 2 du Code civil. Je vous rappelle que le contrat est sans effet à l'égard des tiers, c'est le principe de l'effet relatif. Et nous avions vu donc trois cas, les tiers assimilés aux parties, avec l'ayant cause à titre universel, les parties représentées et le cessionnaire. Nous avions vu les tiers liés aux parties et nous avions vu les tiers absolus, donc ceux qui sont totalement étrangers au contrat, qui sont donc soumis à l'effet relatif, les penitus extraneis, donc effet relatif, avec la situation particulière des créanciers chirographaires, qui sont une sorte d'atténuation au principe de l'effet relatif, car ils ont droit à deux actions spécifiques pour protéger leur droit de gage des atteintes illégitimes, et ce sont l'action oblique et l'action polienne que nous allons voir. Donc il faut bien comprendre que ce sont deux actions, l'action oblique et l'action polienne, qui visent à éviter les atteintes illégitimes au droit de gage des créanciers. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ce sont deux actions en fait qui permettent aux créanciers de reconstituer l'assiette d'un droit de gage de leur débiteur qui soit ne chercherait pas à garantir leur droit de gage, dans ce cas-là ce sera l'action oblique, soit le dégraderait volontairement, et là ce sera l'action polienne. Alors, pour que ce soit encore plus concret, parce que j'aime qu'on comprenne les choses avant de les apprendre par cœur, il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle des créanciers chirographaires, à distinguer d'ailleurs des créanciers privilégiés. Les deux peuvent faire ces actions, les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés. De quoi parle-t-on? Il faut savoir que plusieurs créanciers peuvent se partager le produit de la vente des biens ayant appartenu à leur débiteur commun. Et si, dans ce cas-là, cette somme n'est pas d'un montant suffisant pour tous, alors le greffier en chef de la juridiction peut prendre l'initiative d'ouvrir une procédure qu'on appelle une procédure dite de distribution. Donc là, on ne va pas faire un cours là-dessus, c'est simplement pour vous situer. Et donc, dans le cadre de cette procédure de distribution, les créanciers privilégiés, c'est-à-dire ceux qui disposent d'un privilège ou d'une sûreté, pour rendre ça plus concret, par exemple, le trésor public pour les impôts, le bailleur pour les loyers, et bien ces créanciers privilégiés seront remboursés avant les autres qui sont les créanciers chirographaires. Du coup, ces deux actions, l'action oblique et l'action polienne, sont pour les deux, sont ouvertes aux créanciers privilégiés et aux créanciers chirographaires, mais dans le concret, ce sont surtout les créanciers chirographaires qui vont avoir du coup recours à ces actions parce que du coup leur droit de gage est davantage menacé que celui des créanciers privilégiés. Maintenant que je vous ai situé ces actions, on rentre dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord au niveau des fondements. Donc, dans un cas pratique, si vous tombez
sur cela, il faut savoir que c'est assez simple car il y a un seul article pour les deux, que ce soit dans l'ancien droit ou dans le nouveau droit. Donc si c'est le droit transitoire, c'est-à-dire le nouveau droit, c'est l'article 1341-1 pour l'action oblique et l'article 1341-2 pour l'action polienne. Un seul article et les deux se suivent. Pour l'ancien droit, donc le droit antéréforme, c'était l'article 1166 ancien pour l'action oblique et l'article 1167 ancien pour l'action polienne. Donc tout d'abord, voici les fondements. Donc dans un cas pratique, n'oubliez pas, vous parlez de l'application de la loi dans le temps, c'est votre premier syllogisme que vous devez faire. Vous parlez de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 qui dit que la réforme s'applique pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. Puis, vous parlez de la loi de ratification, bien entendu, de 2018. Plus précisément de l'article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, au cas où dans votre la loi de ratification ait apporté une modification. D'accord ? Donc là, pour l'article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, selon le type de modification, mais ce n'est pas l'objet du cours, soit ce sera pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, soit ce sera pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. Donc n'oubliez pas ce premier petit syllogisme à propos de l'application de la loi dans le temps. Article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018. Ensuite, donc ici, vous dites qu'on est sur la portée de l'effet relatif, en droit des obligations en tout cas, et donc le principe de l'effet relatif est à l'article 1199 du Code civil, en tout cas pour le droit nouveau. Vous expliquez que le principe de l'effet relatif à l'égard des tiers équivaut à que le contrat est sans effet à l'égard des tiers et que c'est le corollaire et le revers de la force obligatoire entre les parties. Et qu'ici, le créancier chirographaire, du coup, via l'action oblique et l'action polienne, du coup, va à l'encontre de ce principe de l'effet relatif. Ensuite, si vous partez sur l'action oblique, vous citez l'article 1341-1 du Code civil ou l'article 1166 ancien du Code civil, c'est pour le droit antéréforme. Si vous partez sur l'action polienne, vous citez l'article 1341-2 du Code civil ou l'article 1167 ancien du Code civil si c'est le droit antéréforme. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul fondement, donc c'est assez simple. Ensuite, comme d'habitude, il faut faire une définition et montrer que vous avez compris. Donc voyons tout d'abord l'action oblique. Donc action oblique, article 1341-1. Ensuite, petite définition, c'est une action autorisant le créancier à exercer les droits et actions à caractère patrimonial de son débiteur insolvable et négligent. Donc là, il faut bien comprendre, il faut comprendre que cette action oblique permet donc au créancier d'agir en lieu et place du débiteur. C'est-à-dire que du coup, il aura alors un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, mais par contre, il ne pourra pas récupérer directement les sommes comme c'est le cas dans l'action polienne, on le verra juste après. Donc dans l'action oblique, il y a deux parties, d'accord ? Il y a le demandeur, qui est qui du coup ? Essayez de réfléchir. Le demandeur, selon ma définition, du coup, c'est le créancier. Et le défendeur, c'est le débiteur du débiteur négligent. Donc, deux parties, il n'est pas nécessaire de mettre en cause le débiteur négligent. C'est vraiment le débiteur du débiteur négligent. D'accord ? Vous allez le voir, vous allez comprendre avec l'exemple que je vous donnerai. Donc, il y a deux parties obligatoires et la troisième, donc le débiteur négligent, c'est une partie facultative. Vous n'êtes pas obligé de l'attaquer aussi. Donc, le demandeur, le créancier, attaque le débiteur du débiteur négligent. Et il n'est pas obligé d'attaquer le débiteur négligent. D'accord ? Le cas classique, c'est le cas d'un débiteur insolvable et qui est lui-même créancier à plusieurs débiteurs.
C'est pour ça qu'il faut attaquer le débiteur du débiteur négligent. En fait, l'action oblique, c'est une action vide. C'est vous qui allez la remplir. Parce que, comme je vous l'ai défini, c'est une action qui autorise le créancier à exercer les droits et actions à caractère patrimonial de son débiteur insolvable et négligent. Mais de quels droits et actions on parle? Je vous donne un exemple. MX, donc Monsieur X, acquiert une maison financée par un prêt auprès de la banque A. MX est licencié, il a des problèmes d'argent, il n'arrive donc plus à payer son prêt pour la maison à la banque A. Alors MX vend des tableaux dont il est le propriétaire à 5 000 euros, alors qu'il aurait pu les vendre à 40 000 euros. Donc il le sait, mais il voulait avoir de l'argent rapidement, donc il le fait. Et donc, la banque A dénonce le terme. Dénoncer le terme, c'est un terme à savoir, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'elle demande le remboursement immédiat du prêt. Et malgré cela, MX, donc Monsieur X, fait une donation à son fils le lendemain. Voilà un cas typique sur les actions obliques et actions poliennes. Alors là, l'action oblique va plutôt se situer sur les tableaux. Je m'explique. Ici, la banque A, du coup, c'est le créancier. Donc, c'est elle qui va faire l'action oblique. Je vous rappelle, l'action oblique, action autorisant le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur insolvable et négligent. Le débiteur insolvable et négligent, ici, c'est du coup MX. Donc, ici, la banque est le créancier, MX lui doit de l'argent. Donc, MX est le débiteur. C'est un débiteur insolvable. Lui-même créancier de MZ. Donc MZ, c'est la personne à qui il a vendu le tableau. Pourquoi il est défaillant? Parce que MX ne vend pas au juste prix les tableaux alors qu'il le sait. Et en plus, il fait une donation d'une maison dont le prêt n'est pas remboursé. Alors pour la vente des tableaux, comme je vous ai dit, là, on partirait plutôt sur l'action oblique. Et dans ce cas-là, si l'action oblique est autorisée pour la banque A, donc pour le créancier, dans ce cas-là, la banque A pourra exercer les droits et actions de MX. Donc la banque A, par exemple, pourra se retourner contre MZ, en tout cas pourra se retourner contre cette vente qui a été faite à un prix plus bas que le prix des tableaux. Vous voyez? Donc, l'action oblique, c'est une action qu'on doit remplir nous, en fait. Là, ce serait une action contre la vente, mais ça peut être une action en révocation d'une donation, ça peut être une action en nullité. Par exemple, là aussi, il pourrait tenter d'agir sur la nullité de cette vente faite à MZ. Ça peut être une action en résolution du contrat aussi. Donc, en fait, c'est une action à remplir. Voilà. C'est donc ce qui la distingue de l'action polienne, parce que je vais commencer par définir les deux pour que vous compreniez qu'on n'est pas dans la même chose. Parce que l'action polienne, c'est pas une action vide qu'on vient remplir. C'est une action ayant pour objet de rendre inopposables au créancier les actes passés par le débiteur en fraude de ses droits. Donc l'action polienne, là aussi, un seul article, 1341-2, et pour l'ancien droit, article 1167 ancien. Et ici, le créancier n'aura pas un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ici, il pourra aller chercher directement les biens, donc la créance, dans les biens du tiers. Du coup, il ne sera pas en concurrence avec les autres créanciers, contrairement à l'action oblique. Donc les conditions de l'action polienne sont plus rigoureuses, plus strictes, mais c'est une action plus efficace. Donc ici, cette action permet au créancier d'attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et de les rendre inopposables à son égard. Alors que dans l'action oblique dépossède une personne de son droit d'agir contre son débiteur. C'est pas la même chose. D'ailleurs, si vous me suivez, l'action oblique servira du coup pour tous les créanciers. Alors que l'action polienne servira seulement pour le créancier qui agit en justice. Parce que c'est lui qui pourra aller lui-même chercher directement les biens. D'ailleurs, dans l'action polienne, il n'y a pas 2 parties, mais 3 parties obligatoires. Le demandeur, là aussi, c'est le créancier, comme pour l'action oblique. Mais le défendeur, c'est-à-dire la personne attaquée,
c'est le débiteur et surtout le tiers. Donc il y a 3 parties. Le débiteur et le tiers parce qu'ils sont 2 à avoir fait la fraude. Donc les 2 seront assignés par le demandeur. Je vous reprends l'exemple de MX là, qui fait une donation à son fils. Là, on ira sur le terrain de l'action polienne. C'est pas pour rien que je vous ai donné un exemple où il y a un cas d'action oblique et un cas d'action polienne. Donc pour la vente des tableaux, c'est l'action oblique, pour la donation, c'est l'action polienne. Et là, on pourra agir, la banque pourra agir contre le débiteur, mais aussi contre le tiers, donc contre le fils de Monsieur X et contre Monsieur X. Autre chose importante, quand on parle de fraude dans l'action polienne, il ne faut pas penser au terme fraude au sens commun, hein. Pas du tout. Ici, la jurisprudence a réglé la question. Fraude veut dire la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier. La simple connaissance, c'est une fraude, d'accord? Mais on va voir tout ça. Là, je vous situe, je vous définis les 2 actions. Donc, j'espère que vous avez bien compris. L'action oblique, c'est l'action autorisant le créancier à exercer les droits et actions de son débiteur insolvable et négligent. Article 1341-1 du Code civil, article 1166 ancien. Tandis que l'action polienne, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est une action ayant pour objet de rendre inopposable, à pas confondre avec la nullité, hein, c'est proche de la nullité, mais c'est pas vraiment la nullité, c'est pas du tout la nullité, mais c'est proche, de rendre inopposable au créancier les actes passés par le débiteur en fraude de ses droits, la fraude étant entendue comme la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier. D'accord ? Maintenant que nous avons défini, passons du coup au domaine, aux conditions, etc. Donc l'action oblique, article 1341-1, vous définissez et ensuite vous situez le domaine. Donc le domaine de l'action oblique, ce sont les droits et obligations qui ont un caractère patrimonial, mais attention, qui ne portent pas sur une action en paiement. Par exemple, action en révocation d'une donation, nullité, action en résolution du contrat, etc. Et il y a une exception posée par la jurisprudence, le créancier ne pourra pas exercer d'action oblique pour les droits exclusivement attachés à la personne. Ça, c'est vraiment important, ça peut tomber en cas pratique, les exceptions. Donc ça, c'est aller voir sous l'article 1341-1 du Code civil. La jurisprudence, c'est CIV 1, 8 juin 1963. CIV 1, 8 juin 1963. Donc si vous tombez sur justement des droits exclusivement attachés à la personne, vous dites que ici l'action oblique n'est pas possible, que la jurisprudence l'a posée dans son article CIV 1, 8 juin 1963, que vous retrouvez sous l'article 1341-1 du Code civil, donc c'est facile pour le jour de l'examen. Et que donc en principe, le domaine de l'action publique, ce sont les droits et obligations qui ont un caractère patrimonial. Ensuite, les conditions de l'action oblique. Et là, c'est sans doute le plus important. Tout d'abord, concernant la créance. Si c'est une créance d'argent, elle doit être certaine, liquide, exigible. Là, c'est pareil, vous expliquez. Liquide, ça veut dire évaluable en argent. Exigible, ça veut dire que le terme doit être échu. Bon, c'est pas l'objet du cours, mais n'oubliez pas d'expliquer chaque terme. Ça, c'est la première condition. Donc, c'est une créance, si c'est une créance d'argent, elle doit être certaine, liquide et exigible. Deuxième condition, le créancier demandeur doit établir la preuve de la carence du débiteur. Donc, c'est au créancier de prouver la carence du débiteur. Et il doit la définir. Et la jurisprudence la définit comment ? Comme une défaillance du débiteur dans l'exercice de ses droits. Donc, soit par inaction, soit par négligence. Enfin, troisième et dernière condition, cette carence doit compromettre les droits du créancier. En général, c'est l'insolvabilité. L'insolvabilité compromet les droits du créancier. Donc, 3 conditions pour l'action oblique. 1. Si c'est une créance d'argent, elle doit être certaine, liquide et exigible. 2. Le créancier demandeur doit établir la preuve de la carence du débiteur et la définir. Donc c'est une défaillance par inaction ou par négligence. Et troisième et dernière condition, cette carence doit compromettre les droits du créancier.
Les 3 conditions sont cumulatives et non alternatives, donc il faut les 3. Ensuite, les effets de l'action oblique. Alors, les effets ne sont pas précisés par le seul article qu'il y a sur l'action oblique, soit l'article 1341-1 du Code civil, mais par contre, il y a un élément important qui est précisé. C'est que cette action est exercée pour le compte du débiteur. Pour le compte du débiteur. Donc, ce n'est pas une action personnelle, mais au nom du débiteur. Ça, c'est extrêmement important à savoir. D'ailleurs, cela a 2 conséquences importantes, le fait qu'elle soit exercée pour le compte du débiteur. La première conséquence, c'est que le tiers pourra opposer au créancier demandeur, c'est-à-dire à celui qui exerce l'action oblique, l'ensemble des moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de son propre créancier. Par exemple, il pourra invoquer la compensation des créances, la résolution du contrat, etc. Donc du coup, le tiers a la possibilité d'invoquer les exceptions, ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que comme c'est une action au nom du débiteur, l'effet de cette action est donc de réintégrer les sommes récupérées dans le patrimoine du débiteur, ce que je vous disais au départ. Donc s'il s'agit par exemple d'une nullité du contrat, le statu quo ante permettra de reconstituer le patrimoine du débiteur. Donc, il ne pourra pas récupérer la somme directement comme dans l'action polienne. Par exemple, si je reprends mon exemple de MX avec la banque A, donc là, si l'action oblique marche pour les tableaux et que les tableaux ont été vendus à 5 000 euros au lieu de 40 000 euros à Monsieur Z, et du coup, ici, on va agir en nullité de ce contrat de vente. Si l'action en nullité du contrat donc, est faite, le statu quo ante, ce sera quoi ? Ce sera de reconstituer le patrimoine du débiteur. Donc dans ce cas-là, l'argent ou la nullité du contrat, l'argent, ça dépendra vraiment de l'action qui sera faite, reviendra à MX et pas directement à la banque. Vous avez compris ? Donc c'est MX qui récupérera son argent, entre guillemets, et du coup, tous les créanciers, ça arrangera tous les créanciers et pas seulement la banque A qui a fait cette action. C'est pourquoi on dit que c'est une action, l'action oblique, à caractère collectif. C'est-à-dire que cette action, elle va servir pour tous les créanciers. Du coup, les effets sont limités pour celui qui agit en justice, pour le créancier qui agit en justice. Pour ici, la banque A, pour la banque A, et bien ici, ces effets seront limités. Les effets de l'action oblique seront limités pour elle. J'insiste et je me répète pour que vous compreniez bien la différence entre l'action oblique et l'action polienne, parce que souvent on me dit c'est la même chose ou presque. Non, pas du tout. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, la banque A, donc le créancier, qui est celui qui agit en justice, contre du coup le débiteur du débiteur, contre MZ, c'est-à-dire contre MZ qui doit du coup de l'argent, donc une unité du contrat, à MX, et pas directement contre MX, ça c'est facultatif. Vous comprenez ? Alors que dans l'action polienne, on va agir directement contre le débiteur en fraude de ses droits. Voilà pour l'action oblique. Pour l'action polienne, donc c'est justement dans le cas pratique que je vous ai donné, le cas pratique exemple, application, c'est plutôt la donation. Car ici, la banque A ne va pas agir contre le fils de MX, elle va agir contre d'abord MX. D'accord ? Donc elle va agir contre MX et contre le tiers, contre son fils. Mais pas contre directement le tiers. C'est pas comme l'action oblique, d'accord ? Ici, la banque A, pour la donation, ne va pas agir contre le débiteur du débiteur négligent. C'est vraiment une action qui est contre le débiteur en fraude de ses droits. Voilà la différence. Donc l'action polienne, c'est l'article 1341-2 du Code civil, article 1167 ancien, selon votre cas pratique. Ensuite, vous définissez. La définition que je vous donne, c'est une action ayant pour objet de rendre inopposables aux créanciers les actes passés par le débiteur en fraude de ses droits. Vous expliquez que la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016 a précisé la notion de fraude, qui est la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier du fait de l'acte passé, de l'acte attaqué. Ici, vous devez citer la jurisprudence, CIV 1,
17 octobre 1979 et pour une plus récente, CIV 1, 12 décembre 2006. Attention, il faut vraiment citer une jurisprudence. Vous ne pouvez pas citer comme ça sans aucun fondement. Donc vous dites par exemple, la notion de fraude a connu une évolution jurisprudentielle. Elle a été limitée par la jurisprudence antérieure à la réforme qui a repris cette solution. CIV 1, 17 octobre 1979, et là vous expliquez que la fraude est vue comme la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier du fait de l'acte passé. Et donc cette solution est consacrée par la réforme de 2016 à l'article 1341-2. Et vous dites aussi que cette fraude, mais ça coule de source, mais il faut quand même le préciser, doit être postérieure à la créance dont est titulaire le demandeur. D'accord? Donc la fraude, c'est égal simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier. Ça, c'est l'élément intentionnel. Il faut également un élément matériel, c'est-à-dire un acte d'appauvrissement. Donc il faut vraiment montrer les deux. Par exemple, dans le cas pratique que je vous ai donné, c'est la donation, donc la donation d'une maison alors que le prêt à la banque n'est pas remboursé, alors que la banque, juste avant la donation, a justement dénoncé le terme du prêt, c'est-à-dire qu'elle a demandé le remboursement immédiat du prêt. Donc ici, il y a bien un élément matériel, un acte d'appauvrissement. Pour l'élément intentionnel, c'est-à-dire la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier, ici, MX sait très bien qu'en faisant une donation à son fils, il cause préjudice à la banque parce qu'il lui doit un remboursement. Donc ici, la fraude est aussi remplie. Donc les deux éléments sont remplis. Ensuite, le domaine de l'action polienne. Donc tout à l'heure, on a vu le domaine de l'action oblique, ce sont les droits et obligations qui ont un caractère patrimonial. Attention, ça ne marche pas pour les droits exclusivement attachés à la personne. Pour l'action polienne, l'article 1341-2 n'apporte pas de réponse, donc il faut voir la jurisprudence antérieure à la réforme, qui dit que sont concernés par l'action polienne tous les actes juridiques à caractère patrimonial. A contrario, tous les actes extra-patrimoniaux sont exclus. D'accord ? Il n'est pas exigé que l'acte passé par le débiteur entraîne un appauvrissement du débiteur, mais il suffit qu'il vienne fragiliser les droits du créancier en les rendant plus difficiles, les droits de poursuite du créancier. Donc vous voyez, l'acte matériel, c'est-à-dire l'appauvrissement, est facile à prouver vu qu'il est entendu comme il suffit qu'il vienne fragiliser les droits du créancier en rendant plus difficiles les droits de poursuite du créancier. Pour reprendre l'exemple, ici, MX, bien sûr que la donation qu'il a fait à son fils vient fragiliser les droits du créancier, donc de la banque A, en rendant plus difficiles les droits de poursuite de la banque envers MX. Voilà, donc le critère matériel, c'est-à-dire l'appauvrissement, est facile à caractériser. De même pour l'élément intentionnel, la fraude, qui est la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier. Il y a des exceptions là aussi, mais elles sont rares. Donc contrairement à celles de l'action oblique, je vous rappelle sur les droits exclusivement attachés à la personne, ici ce n'est pas transposé à l'identique pour l'action polienne, car c'est au coup par coup, c'est au cas par cas. Donc c'est décidé par le législateur pour les actes exclusivement attachés à la personne. Donc faut vraiment aller voir la loi et c'est vraiment au cas par cas. Mais il y a quelques exceptions. Donc si on reprend le cas pratique que je vous ai donné, donc là l'action polienne semble correspondre et si c'est possible, dans ce cas-là, il y aura possibilité pour la banque d'aller récupérer la maison carrément dans les mains du fils de MX. C'est ça la différence avec l'action oblique. Mais qui dit action plus efficace, dit action avec davantage de conditions ou des conditions plus rigoureuses. C'est ce que nous allons voir ici, les conditions de l'action polienne. Alors, il y a 3 conditions. Concernant la créance, il faut une créance certaine et antérieure. Je m'explique. Il faut qu'elle soit née antérieurement à l'acte frauduleux
sauf dans un cas, s'il a été démontré que l'acte frauduleux a été organisé avant la naissance de la créance. Là, ça paraît logique aussi. Et il faut que la créance soit certaine. Mais elle n'a pas besoin d'être liquide et exigible comme dans l'action oblique. Deuxième condition, il faut une fraude du débiteur. Et là, c'est seulement, comme je vous l'ai dit, la conscience pour les débiteurs que l'acte cause un préjudice à son créancier. Toutefois, il y a une petite précision à l'article 1341-2 qui distingue selon la nature de l'acte. Si l'acte est à titre onéreux, alors le créancier aura en plus la charge de démontrer que le tiers avait connaissance de la fraude. Si l'acte est à titre gratuit, la simple preuve du comportement frauduleux du débiteur suffit. Si je reprends le cas pratique que je vous ai donné, c'est une donation, donc c'est un acte à titre gratuit. Donc ici, la simple preuve du comportement frauduleux de MX suffira pour la banque A. Si par contre l'acte aurait été à titre onéreux, par exemple si MX aurait à la place de la donation vendu sa maison à son fils, dans ce cas-là, la banque aurait dû prouver que le tiers, donc que le fils de MX, avait connaissance de la fraude, savait que son père lui faisait un contrat de vente de maison en violation de son prêt qu'il doit rembourser. D'accord ? Donc le créancier ici devra montrer la collusion frauduleuse entre le tiers et le débiteur, donc entre le fils de MX et MX. Enfin, troisième et dernière condition, c'est l'insolvabilité du débiteur, sachant que ce n'est pas une insolvabilité absolue, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il n'ait rien en fait, hein. Il suffit qu'il n'ait pas assez pour payer la dette. De plus, la jurisprudence est assez souple à ce sujet car elle admet que le créancier puisse seulement apporter la preuve d'une insolvabilité apparente, donc c'est pour aider les créanciers, hein. Donc, l'insolvabilité apparente suffit à renverser la charge de la preuve. Ce sera donc au débiteur de montrer qu'il peut exécuter son obligation s'il ne peut pas. Et bien, s'il ne peut pas, l'action polienne se poursuit. D'accord ? Donc, les trois conditions de l'action polienne: une créance certaine et antérieure, une fraude du débiteur, en distinguant bien si c'est un acte à titre onéreux ou un acte à titre gratuit, puisque dans l'acte à titre onéreux, le créancier devra démontrer que le tiers avait connaissance de la fraude, alors que dans l'acte à titre gratuit, la simple preuve du comportement frauduleux suffira. Et enfin, troisième condition, l'insolvabilité du débiteur avec une jurisprudence assez souple à ce sujet. Enfin, concernant les effets de l'action polienne, alors, c'est une action personnelle, donc qui profite directement aux créanciers, donc il n'y a pas de concurrence avec les autres créanciers, contrairement à l'action oblique où là, il va se retrouver en concurrence avec les autres créanciers, hein, parce que du coup, il ne pourra pas directement aller chercher les biens, comme je vous l'ai expliqué. Car l'effet de cette action oblique, c'est de réintégrer les sommes récupérées dans le patrimoine du débiteur. Reprenons l'exemple du cas pratique, l'argent de MZ pour les tableaux va revenir à MX, mais pas directement à la banque A. Alors que ici, donc dans l'action polienne, c'est une action personnelle qui profite directement aux créanciers, donc pas de concurrence avec les autres créanciers. Et deuxième effet, c'est que l'action du créancier qui intente l'action polienne va déclarer les actes frauduleux du débiteur inopposable à son égard. J'insiste, inopposable, c'est différent de la nullité, même si ça ressemble, d'accord ? Donc, le créancier peut aller chercher directement la créance dans les biens du débiteur. Pour reprendre le cas pratique, donc quand je vous dis que l'action du créancier qui intente l'action polienne va déclarer les actes frauduleux du débiteur inopposables à son égard, du coup, l'action polienne ici va déclarer que la donation de MX à son fils, donc l'acte frauduleux du débiteur, sera inopposable. Cette donation ne sera pas du coup opposable à la banque. Du coup, ça lui permettra de saisir le bien. Alors que si la donation avait été opposable à la banque, elle ne pourrait pas saisir le bien. D'accord ? Donc là, la banque pourra aller directement saisir son bien au fils de MX. Voilà, donc le jour du cas pratique, n'oubliez pas
en premier, application de la loi dans le temps. Ensuite, effet à l'égard des tiers, article 1199, effet relatif du contrat à l'égard des tiers. Et ensuite, vous parlez du cas des créanciers chirographaires. Action oblique, article 1341-1 ou article 1166 ancien, action polienne, article 1341-2 ou article 1167 ancien. Pour l'action oblique, la définition que je vous ai donnée, action autorisée autorisant le créancier à exercer les droits et actions à caractère patrimonial de son débiteur insolvable et négligent. Ensuite, les 3 conditions. Si c'est une créance d'argent, elle doit être certaine, liquide, exigible. Liquide, évaluable en argent, exigible, le terme doit être échu. Deuxième condition, le créancier demandeur doit établir la preuve de la carence du débiteur, qui est vue par la jurisprudence comme une défaillance du débiteur dans l'exercice de ses droits. Donc ici, soit par inaction, soit par négligence. Et troisième condition, cette carence doit compromettre les droits du créancier. L'hypothèse typique, c'est l'insolvabilité. Et attention, le créancier ne peut pas exercer d'action oblique pour les droits exclusivement attachés à la personne. Et là, vous citez la jurisprudence qui est sous l'article 1341-1, qui est la jurisprudence CIV 1, 8 juin 1963. Par exemple, si vous avez un cas pratique où il y a l'indemnisation d'un dommage corporel d'une personne, le créancier ne peut pas demander cette indemnisation d'un dommage corporel d'une personne. Ensuite, donc, si les 3 conditions sont remplies, il y a action oblique. Vous précisez qu'il y a 2 conséquences de l'action oblique, car comme c'est une action exercée pour le compte du débiteur, ce n'est pas une action personnelle. Du coup, premièrement, le tiers pourra opposer au créancier demandeur l'ensemble des moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de son propre créancier. Et deuxièmement, comme c'est une action au nom du débiteur, l'effet de cette action est donc de réintégrer les sommes récupérées dans le patrimoine du débiteur. Et donc, par exemple, s'il y a une nullité du contrat, le statu quo ante permettra de reconstituer le patrimoine du débiteur. Donc, le créancier ne peut pas récupérer les sommes directement. C'est donc une action qui a un caractère collectif et qui va servir à tous les créanciers. Tous les créanciers vont donc bénéficier du résultat de l'action oblique. Donc elle a un effet limité pour le créancier qui agit en justice, le créancier demandeur, vu qu'il sera en concurrence avec les autres créanciers, même si l'action oblique est faite. Petit bonus le jour de l'examen, en cas de créance d'argent, il faut citer le mécanisme le plus efficace qui est le mécanisme de la saisie-attribution à l'article L211-1 du Code de procédure civile. Néanmoins, c'est moins large que l'action oblique car c'est seulement pour les créances d'argent, mais s'il y a une créance d'argent, n'oubliez pas de mentionner la possibilité d'une saisie-attribution avant de partir sur l'action oblique. Voilà pour l'action oblique. Le jour du cas pratique, si vous tombez sur l'action polienne, je résume là aussi. Donc, c'est plus strict mais plus efficace. C'est une action ayant pour objet de rendre inopposables aux créanciers les actes passés par le débiteur en fraude de ses droits. Vous expliquez la fraude, l'acte d'appauvrissement, la notion de fraude qui est la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier du fait de l'acte. CIV 1, 17 octobre 1979 et CIV 1, 12 décembre 2006 pour une application plus récente. Solution dans tous les cas consacrée à l'article 1341-2 du Code civil si vous avez un cas pratique dans le nouveau droit. Et il faut un acte matériel, donc un acte d'appauvrissement. Là aussi, de façon souple, parce qu'il suffit qu'ils viennent fragiliser les droits du créancier en rendant plus difficiles les droits de poursuite du créancier. Après avoir tout défini et expliqué, vous regardez si les 3 conditions de l'action polienne sont remplies. 1. Une créance certaine et antérieure. 2. Il faut une fraude du débiteur. Vous différenciez selon que l'acte soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
Pour l'acte à titre gratuit, la simple preuve du comportement frauduleux du débiteur suffit, alors que dans l'acte à titre onéreux, le créancier devra vraiment prouver que le tiers avait connaissance de la fraude. C'est pas la même chose. Or, c'est plus compliqué de démontrer une intention qu'un comportement. Et troisième condition, l'insolvabilité du débiteur, appréciée, comme je vous l'ai dit, de façon souple par la jurisprudence. Si les trois caractères sont remplis, vous dites que donc l'action polienne est possible. Et là aussi, vous citez les effets de l'action polienne, sinon vous n'aurez pas tous les points. Vous dites que c'est une action personnelle qui profite directement au créancier. Du coup, ici, la banque A euh, pourra profiter directement de l'action. Elle ne sera pas en concurrence avec d'autres créanciers. Et second effet, l'action du créancier qui intente l'action polienne va déclarer les actes frauduleux du débiteur inopposables à son égard. D'accord? Donc le créancier pourra aller chercher directement la créance dans les biens du débiteur. Enfin, n'oubliez pas, dans les deux cas, que ce soit action oblique ou action polienne, de les relier à la situation pour que votre correcteur vous comprenne bien. Vous dites bien que ce sont deux actions spécifiques qui visent à éviter des atteintes illégitimes au droit de gage du créancier que vous défendez en tant qu'avocat ou en tant qu'étudiant le jour du cas pratique. Si vous avez des questions ou si encore vous avez du mal à distinguer entre l'action oblique et l'action polienne, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire ou à mon mail juristededemain@gmail.com. Bon courage!